Donc, le prochain exposé qui aura pour objectif de traiter donc, de l'albédo des prairies, donc un levier également de lutte contre le changement climatique. Et juste simplement pour rappel, donc, sur ce programme-là, fera l'objet d'un dossier spécial dans le numéro 257 donc, de Forage, qui sera le prochain numéro que nous allons publier. C'est fait. Très bien, donc je vais vous parler d'Albédo des prairies. Vous avez déjà entendu ce nom tout à l'heure. Je précise que ces travaux, c'est un oubli, ont été conduits avec le CESBio à Toulouse, donc Centre d'études spatiales bioclimatiques, avec Éric Séchia, Morgane Ferlicoq et puis Jean-Louis Roudan sur un autre volet que je ne présenterai pas, sur le volet satellitaire. En général, avant de commencer, alors ceux qui connaissent l'exposé, qui l'ont déjà entendu, ils connaissent le truc. Alors, je commence toujours par un petit sondage. Je veux savoir qui a entendu parler d'Albédo. Vous pouvez lever la main. Donc, ça veut dire que vous avez tous lu le programme. Ça, c'est déjà un premier bon point. Voilà. Mais c'est la question suivante. Qui sait ce que c'est l'albédo? Ça commence à être un peu moins nombreux. Qui saurait l'expliquer à son voisin? Ah, ça s'améliore. On est dans un public qui est bien connu. Et puis après, c'est le truc, qui est volontaire pour l'expliquer à tout le monde? Voilà. En fait, c'est moi qui vais le faire. Alors, tout simplement, je vais vous parler de ce projet Albédo Prairie, qui est issu en fait d'une réflexion qu'avait menée en interne un collègue, Jean-Christophe Moreau, qui est maintenant retraité, qui avait échangé avec le CESBio, notamment Éric Séchia, qui est basé à Toulouse. Et donc, dans le contexte de changement climatique dont on a déjà parlé, on a la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la séquestration, je dirais le stockage du carbone, parce que j'ai bien entendu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est effectivement intéressant comme nuance à faire. Et puis, il y a l'autre effet albédo comme moyen d'atténuer le changement climatique. Et donc, ce projet CASDAR, recherche technologique, on dirait connaissance maintenant, l'idée, c'était de mieux caractériser comment varie l'albédo des prairies, on travaille avec des ruminants, et de voir dans différentes situations pédoclimatiques, depuis le Finistère jusqu'en Ardèche, où on a un climat quasi méditerranéen. Et donc, l'idée, c'était de quantifier les possibilités d'amélioration de l'albédo dans les systèmes d'élevage, systèmes où il y a de polyculture élevage, et de faire une première comparaison avec les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone, sachant que c'était vraiment une première approche. Alors, l'albédo, globalement, est assez peu connu, ça s'améliore, on en entend un peu plus parler aussi, et ça a été souvent mis en avant pendant les canicules. Vous avez sûrement entendu parler aux infos, on va peindre les toits en blanc, ça fait réfléchir la lumière, ça évite que ça chauffe trop à l'intérieur. Pour les cyclistes, il y a le lait chaud, ça évite que le goudron il fonde. Sous nos latitudes, il n'est pas très adapté. Il peut fondre, donc on réduit la température. Alors l'albédo, c'est quoi? C'est simplement un ratio. C'est le pourcentage de lumière en fait qui est réfléchi par une surface, quelle qu'elle soit. Et en fait, quand l'albédo de 1, ça veut dire qu'on réfléchit 100% de la lumière. Quand c'est 0, c'est que la totalité de la lumière est absorbée. Ce qui signifie également que quand on augmente l'albédo d'une surface, on renvoie davantage d'énergie hors du système Terre, et ça veut dire qu'il y a moins d'énergie qui reste pour réchauffer la planète. C'est un peu comme si on fermait un peu le robinet d'énergie en augmentant l'albédo. Et ça a joué un rôle dans le passé, que connaissent les climatologues et puis les gens qui travaillent aussi sur le passé très très lointain de la Terre. Alors, quelques éléments, avec forcément des simplifications. Il faut savoir que quand on parle de réchauffement climatique, c'est parce qu'en fait, les infrarouges à grande longueur d'onde, la chaleur, sont retenus par les gaz à effet de serre. Ils sont opaques, en fait, ils ne peuvent plus s'échapper du système Terre. Et donc, ça chauffe puisqu'il y a un déséquilibre dans le bilan climatique. Ça permet aussi qu'on ait 15 degrés actuellement en moyenne sur la planète, au lieu de moins 18 en l'absence de gaz à effet de serre. C'est quand même plus agréable. Le souci, c'est les gaz à effet de serre qui sont ajoutés, qui créent un déséquilibre au niveau du bilan énergétique de la planète. Et on parle de forçage radiatif positif. C'est comme dans une serre, on fait du forçage de tomates dans une serre. C'est un peu l'image. Et donc, on parle d'effet réchauffant. Alors que l'albédo, lui, renvoyant l'énergie, il en reste moins. Ça a un effet dit refroidissant, c'est un forçage radiatif négatif. Et c'est un phénomène physique. Donc, on voit ici la petite animation, comme les gestes empêchent la chaleur de partir, ça chauffe. Quant à l'albédo, lui, on réduit l'énergie qui reste. On n'est donc pas du tout au même niveau que le stockage de carbone si on parle d'atténuation du changement climatique. Il y a quelques éléments aussi à savoir.
c'est que si c'est connaître quelques ordres de grandeur d'albédo. Si vous prenez de la neige, ça peut être des valeurs très élevées. La prairie et les plantes ont un albédo qui se situe entre, on va dire, 0,15 et 0,30 à la louche. Et puis, on a souvent les sols qui ont un albédo qui est beaucoup plus bas quand il ne s'agit pas de sols calcaires comme en Champagne crayeuse, par exemple. Mais en tendance, en France, on est plutôt sur des sols avec un albédo de 0,10 à 0,15, sachant que ça peut aussi varier en fonction un peu de la saison et de l'humidité des sols. Alors, comment ça marche? C'est pour vous montrer un peu l'image classique de la glace au pôle Nord, hein, qui réfléchit toute la lumière. Il y a peu d'énergie qui reste. Mais à partir du moment où la glace commence à fondre, l'énergie est absorbée. Et ce qui fait qu'en fait, la température augmente, hein. C'est un peu le principe d'un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus ça absorbe d'énergie, ben, plus la température augmente, plus la glace est fond, et plus l'albédo diminue, etc., etc. Et ça vous fait 2 ours polaires sur un glaçon. Ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Hein, donc, c'est un phénomène qui s'amplifie. En agriculture, le principe est un peu pareil. Hein. Bon, je ne suis pas expert en montage photo, alors c'est en Picardie, ça. Mais l'idée, c'est de montrer que le fait d'avoir davantage de sol nu, ça génère également un effet réchauffant qui n'est pas forcément négligeable. Hein. Donc, c'est jouer un peu sur ce phénomène-là. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'albédo. Alors, on le mesure comment? Alors, ça se mesure avec un petit capteur, hein, que vous avez ici au bout d'un mât. C'est sur la ferme du Cirpeau dans le Limousin. Ça mesure donc le ratio entre la lumière qui descend du ciel et celle qui remonte. Et ça vous calcule donc du coup l'albédo. Ce que vous avez là, c'est une station météo qui est accouplée à l'albédomètre, qui vous permet de mesurer d'autres critères. Alors, tout de suite, une chose qui est importante, c'est que vous êtes équipé d'une paire d'yeux et c'est un très mauvais albédomètre. En fait, l'albédo ne se calcule pas uniquement sur la lumière visible que vous voyez, mais également sur le proche infrarouge que vous ne voyez pas. Sauf éventuellement un truc génétique que vous auriez, mais ça, en tout cas, ça n'est pas mon cas. Donc, notre œil nous trompe. Ça, il faut en avoir conscience. Alors, quand je dis clair ou sombre, c'est une simplification, mais en fait, c'est un peu faux quand même. Donc, les machines, en fait, mesurent les données toutes les secondes. C'est agrégé par période de 10 minutes et ça nous fait 144 données jour qu'on agrège, en fait, pour faire un albédo annuel. Et on mesure l'albédo, le rayonnement solaire, la température, l'humidité relative et également l'humidité massique du sol. Alors, concrètement, ça vous donne quoi? Quand vous avez une mesure d'albédo, c'est la petite courbe noire ici qui ressemble à un électrocardiogramme qui est de quelqu'un qui n'est pas en très très bon état. Et en fait, l'idée, c'est bien de correspondre, de comprendre ces variations qui sont extrêmement importantes. En hiver, en fait, elles s'expliquent essentiellement par l'alternance en fait, de givre, pas givre, présence de neige. On a observé que les régions où il y a le moins de givre, comme en Bretagne, on a moins de variabilité d'albédo en hiver, alors que dans le Limousin, c'est beaucoup plus marqué. On a également l'effet de l'humectation du sol, c'est-à-dire qu'un sol qui s'humidifie par la pluie devient plus sombre, et donc surtout quand le sol est visible après une sécheresse où la prairie est dégradée. Et puis on a également le pâturage ou la fauche qui ont des effets similaires et dont l'effet semble assez lié à l'intensité du prélèvement d'herbe puisque davantage de sol devient visible. Alors, la question était pour nous, est-ce que ça a un effet refroidissant sur le climat? Alors pour ça, en fait, on a estimé avec nos partenaires du CESBio le forçage radiatif. Donc c'est l'énergie qui s'exprime en watts par mètre carré. Ça se calcule à partir du rayonnement solaire, d'une part. Alors il y a le rayonnement solaire en haut de l'atmosphère, c'est la courbe rouge que vous pouvez voir, qui montre l'énergie reçue, en fait, là en l'occurrence c'était en Bretagne, je crois. En haut de l'atmosphère, il n'y a pas de nuages, y compris en Bretagne. Et vous voyez aussi que ça varie sous nos latitudes énormément, puisqu'en fait, en été, on a 4 à 5 fois plus de lumière qu'en hiver. Vous avez remarqué que les jours sont aussi plus courts en hiver qu'en été. En bas, la courbe jaune, c'est la variabilité au quotidien, au sol. Alors, pourquoi ça varie beaucoup? Parce qu'on a des jours avec et des jours sans nuages. Et l'albédo, la petite courbe noire ici à Trébarèze, vous voyez qu'elle a ces variations, c'est quotidienne, et puis on a des effets liés à la fauche, au pâturage, qui peuvent être plus ou moins importants selon le chargement. Il semblerait qu'il y ait un lien. Et donc, à partir de ce rayonnement, de la nébulosité et de l'albédo par rapport à une valeur de référence, ici en l'occurrence, on a pris un sol nu, on a une courbe que j'ai mis en bleu pour que ça soit bien visible, qui est le forçage radiatif, c'est-à-dire que c'est une valeur négative, c'est un effet refroidissant de la prairie. Et il est d'autant plus refroidissant qu'on a du rayonnement important.
C'est-à-dire qu'en fait, en été, l'effet est plus important qu'en hiver. Et alors, c'est très important du coup de faire des mesures quotidiennes parce que si on prenait une valeur moyenne sur l'année, on aurait une sous-estimation de ce forçage radiatif. Je n'ai pas le temps de vous montrer des courbes, mais on a fait des simulations, des calculs qui le montrent plutôt bien. Alors, ça renvoie par rapport à un sol nu environ moins 8 watts par mètre carré. Si on prenait un blé qui a un albédo un peu plus élevé qu'un sol nu, on est à moins 6 à peu près. Alors, je prends toujours une petite image qui fait parfois un peu réagir. Quand on parle de limiter le réchauffement climatique à environ 2 degrés, ça veut dire qu'on accepte un déséquilibre de plus 4,5 watts par mètre carré dans le système Terre. Alors, pour faire une image qui est forcément imparfaite, hein, mais l'idée c'est plus pour réaliser ce que ça peut représenter, c'est que 4,5 watts par mètre carré, ramené à l'hectare, ça fait 45 000 watts. Ça commence à faire beaucoup. Et alors, on a eu un débat en interne hein, sur comment est-ce qu'on pourrait faire ça. La question m'a été posée hier. On a pris l'unité, le grille-pain. Et donc, ça représenterait l'équivalent de 45 grille-pains de 1000 watts par hectare. Et juste pour que vous imaginiez un peu l'énergie que ça peut faire, c'est chaud un grille-pain. Et puis, ramener à l'échelle de la planète, ça fait un paquet de centaines de millions de grille-pains. Mais dit autrement, c'est que si on passait d'une prairie à un sol nu, ben, ça fait une petite armée de grippins. C'est qu'en fait, on ne visualise pas l'énergie que représente le réchauffement climatique. C'est un peu imperméable à nos sens, je dirais. Et en fait, la difficulté qu'on a, c'est de pouvoir comparer des watts par mètre carré et des équivalents CO2. On parle souvent d'équivalent CO2. En toute rigueur, il faudrait dire que le CO2, on le convertisse en forçage radiatif et en watts par mètre carré. Ça se fait, hein, mais on parle plutôt en équivalent CO2. Et comme dit Eric Séchia du CESBio, hein, ben, c'est un peu chercher à comparer des carottes et des lapins. C'est un peu la difficulté quand on passe d'une unité à une autre. Mais en tout cas, ça permet de se représenter un ordre de grandeur. Alors, je vais passer rapidement sur les méthodes parce que c'est très compliqué. Avec Eric, on a déjà eu pas mal de discussions là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de l'albédo d'une surface, ça peut être très rapide. Si vous prenez une prairie et que vous la labourez, ben, cette prairie, vous laissez à la place un sol nu. Et ça peut prendre quelques semaines pour recouvrir le sol. Donc, c'est un phénomène relativement rapide. Et donc, il y a des méthodes de conversion complexes dans lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail, mais il faut savoir que ces méthodes, elles existent et permettent de faire une comparaison avec le stockage de carbone en termes d'ordre de grandeur. Hein, ça permet déjà d'avoir une première visualisation. Et si on prend nos 7 prairies, hein, puisqu'on avait 6 fermes expérimentales et le site de l'INRAE Évreux, qui nous fournissaient des données, en plus de nos 6 machines, on avait des valeurs de forçage radiatif et qui donnent en fait un ordre de grandeur d'environ moins 1400 kg équivalent CO2 par hectare et par an par rapport à un blé d'hiver. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça retire du CO2. Ça retire l'équivalent en énergie du CO2. Hein, ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme de l'atténuation. Et puis, ça peut varier beaucoup entre 2 prairies, pour des raisons diverses et variées. La nature de la prairie, si elle pousse très bien, si elle pousse pas bien, si le sol a un albédo plus ou moins sombre en dessous, ça joue sur cette valeur-là. Et si on prend les 2 situations un peu extrêmes que je vous ai montrées dans la diapo précédente, vous avez ici Derval et Torigny d'Anjou qui sont pas loin l'une de l'autre. Vous voyez les 2 prairies, c'est à un jour d'intervalle en 2022. Hein. C'était pendant la canicule et la sécheresse. On peut voir qu'on peut avoir des écarts assez importants entre des prairies. Et en plus de ça, on a cherché à estimer comment ça se passe si on changeait de système. Imaginons qu'on passe d'un système où il n'y a que des cultures. Ce matin, j'ai entendu parler qu'il fallait enlever de l'herbe. Imaginons un système où il n'y a que des cultures et on va le comparer à des systèmes où on a davantage d'herbes. Un système de polyculture élevage jusqu'à des systèmes totalement herbagés. Hein. Donc sur votre gauche, vous avez un système avec uniquement de la culture, du blé, du maïs et du colza. Sur la droite, vous avez un système complètement herbagé. Alors, on a pris comme système de référence le système où il n'y a pas d'herbe et on a calculé l'albédo. On a fait une simulation avec un outil qu'on a bâti à l'occasion du projet, SimAlpha, c'est un tableur. Hein. On a converti en forçage radiatif et on a fait ce calcul pour l'Occitanie, pour le Sud et le Pays de la Loire, dont je vais vous montrer les résultats. Alors, SimAlpha, c'est un tableur hein, qui nous permet de calculer l'albédo d'un assolement. C'est bon. On le convertit en watts par mètre carré. Et il y a une calculette, celle de Bright, en fait, qui permet de convertir en équivalent CO2.
Alors, nos simulations nous montrent quoi? C'est que les systèmes qui ont des grandes cultures, alors ici qui ne mettent pas de couvert intermédiaire, je précise bien, quand on passe de ça à un système qui n'a que de l'air, on a une augmentation globale de l'albédo tout au long de l'année d'ailleurs, c'est visé tout au long de l'année et en moyenne. Et ça se traduit également, c'est la courbe du bas, c'est les petits pointillés, c'est le forçage radiatif. Donc plus vous avez d'air, plus le forçage radiatif est négatif, c'est-à-dire que plus l'effet refroidissant est important. Donc accroître l'herbe, c'est atténuer davantage le système que quand il n'y en a pas. Pour donner un petit chiffre qui est vraiment indicatif, 10% d'herbe en plus, c'est comme si on retirait l'équivalent de 144 kg équivalent CO2. En Occitanie, on est plutôt à moins 100, puisqu'en fait la pousse de l'herbe est nettement plus atténuée en été, hein, puisqu'il fait beaucoup plus sec. Et pour finir, ça c'est un truc que j'ai rajouté récemment, et puisque j'analyse aussi les données, c'est qu'on a commencé à analyser les données, l'effet de la sécheresse de 2022. Ici, c'est l'exemple de la ferme de Derval, mais on retrouve dans toutes nos fermes expérimentales cette situation. Je rappelle qu'on a eu environ 6 mm de pluie, moins de 6 mm en 50 jours en 2022. Donc on a eu des prairies qui se sont plutôt bien dégradées, hein, par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Et puis ensuite, on a eu de la pluie. Et ça s'est traduit en fait par un assombrissement du sol, puisque les sols étaient très visibles, les prairies étant dégradées. On a une diminution assez conséquente d'albédo qui a persisté parfois jusqu'à 2 mois et demi, où les sols ont eu du mal à se recouvrir. Ça a été plus ou moins rapide, rapide dans le Finistère, 1 mois, et ça a été 2 mois et demi, je crois, d'Aurigny et d'Anjou. Bon, simplement, c'est une petite image pour que vous voyez un peu la différence la prairie dans les deux situations. Et ça s'est traduit par un effet sur le forçage radiatif qui, du coup, a été un peu moins important. Enfin, l'effet refroidissant a été atténué, on va dire, si on peut dire. Mais après, ça, c'est juste pour montrer que les petites piques-là, c'est du pâturage. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la prairie a un effet refroidissant parce que son forçage radiatif est négatif. Alors, c'est environ moins 1400 kg équivalent CO2 par hectare et par an si ça remplace un blé et si ça reste en place. Et on retourne la prairie, ben, c'est l'effet inverse. C'est un ordre de grandeur comparable, je veux dire, au stockage de carbone. Maintenant, je fais attention à ce que je dis, parce qu'entre séquestration et stockage, je crois qu'il faut que je sois prudent. Et puis, pour bénéficier au mieux de l'effet albédo, l'idée, c'est bien de couvrir au maximum le sol, à préférence avec de l'herbe, je vous dirais. Mais on peut aussi avoir des couverts. Il y avait les travaux d'Éric Séchia, notamment sur les moutardes. Il y a une publi intéressante dans Innovation agronomique qui montre en fait l'estimation du stockage et de l'effet albédo. Et ça veut dire aussi éviter le surpâturage, il laisse le sol longtemps visible. Et puis il y a la sécheresse qui ne fait pas que du bien. Et puis bah, l'herbe, finalement, dans l'assolement, c'est un atout, hein. On parle du stockage, même si effectivement il y a du débat sur le niveau d'importance du stockage en fonction de la prairie, des conditions dans lesquelles elle est. Et sur l'effet albédo, on le pressentait, mais là maintenant, on a quand même pu montrer des choses intéressantes. Et pour conclure, je dirais qu'on a déposé, à la suite du projet Albédo Prairie, un projet France Agrimaire Connaissance, Albâtre Système, où on va poursuivre des mesures, alors aussi bien au niveau de système de culture fourragée sur des métailles. On va chercher à reconstituer l'albédo de prairie diversifiée avec Jean-Louis Rougeant du CNRS, qui est aussi au CESBio. Et là, on va regarder espèce par espèce. C'est peut-être le volet plus recherche de ce projet connaissance, mais aussi co-construire des systèmes qu'on va chercher à adapter au changement climatique en utilisant des travaux de modélisation avec des chercheurs de l'INRA de Saclay en lien avec le LSCE. Puis on aura aussi un volet de communication où je m'appuierai beaucoup sur le travail d'Alizée, hein, puisqu'elle est aussi impliquée dans ce projet. On appellera ça le Tour de France de l'albédo, parce que, un, j'aime bien le vélo. Deux, on va le faire, comme on ne fait pas toute la France, on fera au moins les régions, on a des partenaires, donc c'est un peu comme dans le Tour de France. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour ces précisions. Donc, des questions, des demandes de précision. Oui. Oui, Sébastien Couvreur, ma question, elle porte sur les marges d'erreur dans des simulateurs au regard des mesures qui sont faites et donc de la valeur qu'on peut donner aux résultats obtenus. En fait, on n'a pas trop d'idées là. Il y avait un enchaînement de calculs et on a du mal à voir les marges d'erreur associées à ces calculs. J'aurais voulu savoir ça. Alors, la première chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'albédo de la prairie,
et de ce qu'elle représente en termes de forçage radiatif. Donc c'est là où on a fait l'essentiel du calcul. Et ensuite, le simulateur, pour l'instant, c'est un travail qu'on avait fait avec un calculateur Excel qui est relativement, je vais dire, grossier, je préfère dire grossier aujourd'hui, mais qui reprend les courbes d'albédo que l'on a mesurées sur les prairies. Alors, au lieu de l'avoir de façon quotidienne, pour faciliter la lecture, on a pris des données par décade, c'est-à-dire qu'on a agrégé les données quotidiennes par décade pour éviter les fortes variations quotidiennes qui parfois sont compliquées à comprendre, surtout si on veut sensibiliser des agriculteurs ou des conseillers à ça. Si on voit plein de variations, on se dit c'est quoi ce truc-là? Donc ça atténue. Donc l'incertitude, on ne l'a pas calculée aujourd'hui, mais on est parti effectivement des courbes qu'on a mesurées et on retrouve après dans le calcul qu'on fait dans la simulation des choses qui sont très proches. Je ne pourrais pas vous le dire dans le détail. Et pour les cultures, puisqu'on s'est basé sur des cultures, on a pris les données du CSBio, puisqu'ils ont accumulé depuis des années des courbes d'albédo, du blé, du colza, du tournesol, qu'on a repris en l'état. Oui, merci pour l'exposé. Moi, je vais un peu dans le côté variétal. Après, je ne sais pas, parce que là, c'est avec le point de vue de l'œil humain. À votre avis, je vais prendre l'exemple de luzerne, comme on avait l'exemple en blé. On a une espèce, mais à l'intérieur de l'espèce, on a vraiment des fois des couleurs et des gradients de foncé ou clair très différents d'une variété à l'autre. À votre avis, quelle influence ça peut avoir ça, sur ce l'albédo? Alors, il y a une influence, mais comme j'ai dit, il ne faut surtout pas se fier à la couleur, parce que la couleur, en fait, c'est un piège. Simplement, bon, comme je suis allé passer assez vite, ici, par exemple, vous avez les longueurs d'onde, en fait, et le pic ici dans le visible, c'est le vert, c'est la longueur d'onde du vert. C'est pour ça que vous voyez la pelouse qui est verte. Un gazon synthétique est vert aussi, parce qu'il réfléchit, au fait, également dans cette longueur d'onde. En revanche, la prairie, elle réfléchit beaucoup dans le prochain point rouge, vous pouvez le voir ici. En fait, l'essentiel de l'énergie qu'elle réfléchit, vous ne la voyez pas. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Après, oui, il y a des différences et ça va être une partie du travail du nouveau projet, parce qu'en fait, on n'a pas pu tout faire. Mais Jean-Louis Rougeant a fait des mesures préliminaires, ont été passées un peu partout, ont été même allés à l'accueil, je crois, à l'époque. Il y a effectivement des différences. Par exemple, les graminées ont un albédo un peu plus élevé que les légumineuses, hein, tout ce qui est trèfle, sachant qu'on peut avoir des trèfles qui ont un albédo plus élevé. Donc, c'est quand même assez proche, mais c'est des choses qu'on va creuser justement pour y voir un peu plus clair. Alors, sous forme de butage, je dis toujours qu'il y en a un qui est super, une plante qui est superbe, c'est le chardon. En fait, on a découvert que le chardon, il avait un albédo super élevé. Alors, je ne crois pas que c'est forcément ce qu'on recherche, hein, mais en tout cas, il y a des différences effectivement entre espèces et peut-être entre variétés. Parce qu'il y avait des travaux qui avaient été faits en Roumanie il y a une douzaine d'années, où ils ont comparé des vitrines variétales de blé. Et on peut avoir des écarts d'environ 10% entre certaines variétés de blé. Ils ont fait des mesures 3-4 périodes dans l'année, je crois. C'est Serban, en fait, en 2011, qui a publié ça. Et on voit des écarts. Effectivement, on peut avoir cet aspect-là, mais c'est un vrai champ de travail qui s'ouvre, je dirais, puisqu'aujourd'hui, il y a peu de mesures qui ont été faites sur l'ensemble de ces choses-là. Même s'il y a des travaux qui se font en Europe, hein, il y a des réseaux pour ça et des travaux à l'Université d'Uppsala, notamment. Merci bien. Ben, écoutez, je vous propose, pour ne pas prendre trop de retard sur… Oui, simplement pour dire que tout est sur le site de l'AFPF. Donc, si vous voulez les résultats du projet, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup.